C'est parti depuis ce matin pour les travaux de la 7e session ordinaire du Conseil économique, social et culturel au centre de la rencontre, la relance de l'économie nationale. Ils disent agir au nom de l'islam, mais le masque est tombé. Les forces armées de sécurité du Mali ont perquisitionné les logements des terroristes. Résultat, la découverte de l'argent de la drogue. Focus Santé, le grand format de cette édition, nous parle aujourd'hui du fibrome, une tumeur qui fatigue plus de 20% des femmes de plus de 30 ans. Voici pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les dons en faveur de l'armée malienne se poursuivent. Le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, a remis ce matin au président de la République par intérim un chèque de plus de 62 millions de francs CFA. Ce don s'ajoute à celui d'une association des ressortissants de Bankounou en France qui contribue à l'effort de guerre à hauteur de 10 millions de francs CFA. Bourema Traoré était sur place. Voici son reportage. Balai de donateurs ce lundi à la résidence présidentielle. Le président de la République par intérim a reçu une délégation de l'association des ressortissants de Bankounou en France. Cette association a remis au chef de l'État la somme de 10 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. La somme est modeste mais significative parce que tous les Maliens ont vu, donc y participer. Nous pensons que d'autres nous imitent et aillent au-delà de ce que nous avons fait. Un autre don remis au président Diongounda Traoré, c'est celui de la société Dougré et Frères. La SODOUF appuie l'armée malienne à hauteur de 6,5 millions de nos francs. 4 millions en espèces, et 1 tonne de poulet de chair, d'une valeur de 2 millions, et 200 alvéoles des œufs, qui est avoisine à 500 000 francs CFA. La contribution de taille en nature vient du grand distributeur céréalier du Mali, GDCM. Le PDG de la société offre à l'armée 20 000 tonnes de riz et 1500 cartons de sucre. Ce n'est pas tout. On a vu nécessaire de donner 20 000 cartons pendant 4 mois de biscuits. Puis on a fait une remise exceptionnelle de 50 000 francs la tonne au lieu de donner à 350 000. Pendant toute l'année 2013-2014, on va donner les riz à l'armée à 300 000 francs. Le dernier acte de solidarité de la journée vient de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le haut-commissaire de l'OMVS a remis au président Traoré un chèque de plus de 62 millions de francs CFA. À sa sortie d'audience, le donateur n'a pas souhaité s'exprimer. Audience à la primature, le Premier ministre Django Sissoko a reçu aujourd'hui le ministre délégué en charge des Français de l'étranger. À la tête d'une forte délégation, Mme Hélène Conway est porteuse des messages de soutien à l'endroit de quelques 6 000 Français résidant dans notre pays. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Awoy Touré. Ma visite est dans la continuation de la visite de François Hollande, qui est venu au Mali avec un message à la fois d'amitié et de confiance au peuple malien, qui traverse une période très difficile, mais qui a beaucoup de courage, qui montre beaucoup de courage. Et les forces françaises sont aux côtés des forces maliennes, mais le programme est beaucoup plus complexe maintenant pour le Mali. C'est à la fois retrouver son intégrité territoriale, mais aussi reconstruire un état de droit et puis aussi engager un dialogue qui est très important de réconciliation nationale. Donc nous avons abordé tous ces points-là et bien sûr je suis venue pour parler de sécurité des Français, de nos ressortissants ici, puisque je suis ministre délégué chargé des Français de l'étranger, c'est donc un thème qui m'est cher. Et ce que j'ai vu depuis hier, eh bien, c'est que nos Français sont installés au Mali depuis longtemps. Ils traversent la crise aux côtés des Maliens et ont bien l'intention de continuer à être au Mali demain. Donc je suis rassurée quant aux mesures qui sont prises ici par les autorités maliennes pour assurer la sécurité de nos ressortissants. Et puis une ville de Bamako où je vois quand même un certain calme et une grande sérénité, une vie normale, on m'a dit, et je ramène ce message-là à Paris. Ils ont le moral, vos compatriotes vivant ici au Mali? Oui, absolument, sinon ils seraient partis. Ils courbent le dos comme les Maliens, la situation est difficile, mais chacun a un bon espoir que la sortie est pour bientôt.
Nous restons toujours avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Français de l'étranger qui a animé cet après-midi une conférence de presse. C'était dans les locaux de l'ambassade de France au Mali. De cette conférence de presse, on retiendra la tenue d'une réunion de la mise en place de l'aide publique au développement avec le Mali. La conférence a également parlé du retour très prochain des entreprises françaises dans notre pays qui avaient suspendu leur activité depuis le mois de mars dernier. Reportage Mohamed Diarra. Devant la dizaine de journalistes qui ont fait le déplacement, la ministre chargée des Français de l'étranger a fait part de toute sa satisfaction de l'évolution de la situation au Mali. Une situation relative aux échanges qu'elle a eus avec les autorités maliennes et les représentants des entreprises françaises au Mali. Ces derniers qui avaient suspendu leurs activités au Mali suite aux événements de mars 2012 sont prêts à les reprendre. La France est convaincue que la feuille de route élaborée par le président de la République par intérim est une solution pour sortir le Mali de cette période difficile. Toutefois, la conférencière n'exclut pas l'hypothèse du dialogue entre les Maliens. Le Nord a besoin de parler avec le Sud, de faire en sorte que le Mali puisse avoir cette intégrité territoriale qui soit bien fixée et que chacun ait pu jouer son rôle et sa part dans cette réconciliation. Autre bonne nouvelle annoncée par la ministre française, c'est la reprise de l'aide publique au développement avec le Mali. Et la décision est attendue ce mardi 5 février au cours d'une réunion entre les Européens. Cette réunion doit concrétiser cette volonté des Européens et pas simplement de la France à venir en aide au Mali, aide qui avait été stoppée parce que vous connaissez les raisons. Donc demain doit être décidée en effet la relance de cette aide publique qui est nécessaire parce que quand on parle de sécurité, eh bien, on parle d'économie aussi, les deux sont intimement liés. La ministre a évoqué la décision de la fermeture des établissements scolaires français au Mali. Elle explique cette décision par des mesures de sécurité. La ministre a conclu ses propos en ces termes, je cite, « C'est ensemble que les Maliens pourront relever le défi de la reconstruction ». La France, aux côtés du Mali, des parlementaires français étaient à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Après leur entretien avec le président par intérim de l'institution, les visiteurs du jour ont rencontré les députés maliens. Au menu des échanges, la consolidation du processus démocratique, une fois l'intégrité territoriale recouvrée. En clair, il s'agissait de voir comment renforcer d'une part la coopération entre parlementaires français et maliens et d'autre part construire une collaboration solide entre les sociétés civiles des deux pays. Donc nous écoutons le député de la 9e circonscription des Français de l'étranger qui nous donne plus de précisions sur ces deux rencontres. Il est au micro de Ramata Konati. De rencontrer les parlementaires, nos amis parlementaires qui sont maintenant engagés dans une deuxième phase, qui est une phase de reconstruction politique avec la feuille de route pour des élections et qui sont très très importantes parce que ça montre que après la reconquête du Nord, ce qu'il faut c'est redonner à l'ensemble des Maliens confiance dans l'espoir de voir la démocratie se remettre sur pied. Et donc on voulait délivrer un message de solidarité, de soutien et dire aussi que les parlementaires français sont aux côtés des Maliens dans tous les domaines qui seront possibles pour faire en sorte que le Mali franchisse cette nouvelle étape sereinement, démocratiquement, comme c'est attendu par tous les Maliens. C'est dans cette idée de coopération parlementaire, de faire en sorte que les deux assemblées puissent travailler ensemble et surtout faire en sorte que la société civile, parce que nous représentons la société civile française et la société civile du Mali puissent coopérer ensemble et travailler ensemble. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est ce matin que les travaux de la 7e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique et social culturel ont commencé au siège de l'institution à Koulouba. La relance de l'économie nationale était au centre des travaux. À travers cet exercice institutionnel, les forces vives et de tous les acteurs du développement, le Conseil entend faire des propositions au pouvoir public en vue d'un développement harmonieux. Le compte rendu, c'est avec Mamadi Kone. Les crises sécuritaires et institutionnelles que traverse notre pays depuis quelques mois ont précipité l'effondrement du tissu économique. Certaines entreprises ont mis la clé sous le paillasson, ce qui a poussé plusieurs travailleurs au chômage. L'hôtellerie et l'artisanat n'ont pas été épargnés. Pour apporter des réponses précises aux interrogations, le Conseil économique, social et culturel, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, a jugé opportun de débattre de la relance de l'économie nationale. Il s'agit d'une invitation à un exercice institutionnel, républicain des forces vives et de tous les acteurs du développement dont les activités consistent à
créer des richesses et en assurer le partage pour le grand bonheur des populations. Il nous faut aussi ramener la joie dans les familles et permettre qu'un sourire rajeuni éclaire de nouveau le visage de l'orphelin, de la veuve ou du veuf, et pourquoi pas soigner la blessure de ceux et de celles dont l'intimité et la dignité ont été violées. Au nom du Premier ministre, le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions a félicité le Conseil économique, social et culturel pour son souci d'apporter des solutions aux problèmes que connaît notre économie nationale. Nous sommes prêts à écouter les acteurs, à connaître leurs difficultés, à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que, comme je l'ai dit, cette spirale soit enrayée, qu'on reprenne le cercle vertueux de l'investissement, de la création d'emplois, de la création de la richesse. Abordant le thème de la présente session, le ministre de l'économie, des finances et du budget a brossé l'état de notre économie. Il a aussi rappelé les mesures prises par le gouvernement pour contenir les effets de la crise. Nous devons tous nous comprendre également que la relance de l'activité économique et la croissance dépendront beaucoup plus de la performance des entreprises, notamment en termes de productivité et de capacité managériale, que de dérogations fiscales ponctuelles qui sont source de distorsion dans la compétitivité globale de l'économie. Plusieurs communications ont été faites à l'ouverture des travaux par quelques institutions de la République. Il s'agit de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et du Haut Conseil des collectivités. Les intervenants ont tous insisté sur la pertinence du thème de cette 7e édition ordinaire du Conseil économique, social et culturel, dont les travaux dureront 2 semaines. Nous restons au niveau de cette institution. Après la récupération des zones sous occupation, l'urgence demeure aujourd'hui l'ouverture rapide des voies de la reconstruction et de la réhabilitation. Telle est la conclusion du coordinateur du système des Nations Unies au Mali qui s'est adressé ce matin aux membres du Conseil économique, social et culturel. Écoutons Aurélien Agbenonsi au micro de Mamari Kone. Je crois que le thème que vous avez choisi, Monsieur le Président, à savoir la relance économique, semble témoigner de l'affirmation d'un engagement politique, de leadership qui, je pense, est nécessaire si nous devons trouver, si vous devez trouver des solutions rapides à cette situation. Je crois que c'est un signal fort que vous donnez aussi à plusieurs partenaires engagés dans cette bataille, le secteur privé et, j'ose le dire, les partenaires au développement, sur l'urgence et la nécessité d'ouvrir très rapidement les voies de la reconstruction et de la réhabilitation. Monsieur le Président, je ne résiste pas à l'envie de vous dire que vous avez, et le gouvernement par l'adoption de la feuille de route, vous avez posé, vous êtes engagé dans une autre étape de la bataille. La bataille dont il s'agit, c'est cette bataille que nulle frappe aérienne, nulle attaque de blindés ne peut gagner. Il s'agit d'une bataille qui doit désamorcer une bombe à retardement. Cette bombe à retardement, c'est le nombre de jeunes, c'est le nombre de femmes, c'est le nombre de travailleurs qui peuplent les banlieues de nos villes, qui peuplent nos campagnes et qui appellent au secours. Et cette bataille-là, c'est avec des mesures fermes, c'est avec la rigueur dans la gestion, c'est avec la création de richesses, donc c'est avec la relance de l'économie que l'on peut la gagner. Il y a quelques jours, 29 officiers, sous-officiers et hommes de troupes ont été mis en liberté provisoire. Cet acte de la justice a provoqué une scène de rassemblement au niveau du camp des commandos parachutistes. Certains hommes politiques et quelques presses internationales entendent récupérer cette situation pour perturber la stabilité du Sud. Le chef d'état-major général des armées a tenu à apporter des éclaircissements sur le sujet. Du coup, il met en garde tous ceux qui ne respecteraient pas le règlement de l'armée. Le général de brigade Ibrahima Daïrou Dambélé est au micro de Mariam Sagar. Ça a commencé depuis le 30 avril où il y a eu un contre-putsch. Mais avant qu'il ne déclenche, avant que les éléments du régiment par l'excellence dans Bamako, j'ai pris contact avec leur commandant de régiment à l'époque, le colonel Abdina Guindo. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a comme problème. Il dit que ces éléments se sont révoltés et qu'ils veulent monter à Kati. Et si c'est ce qui est la réponse à vos problèmes,
monter là-bas et laisser Bamako tranquille. Mais depuis mon arrivée, je vous ai dit que j'ai besoin de ce régiment pour renforcer mon effectif sur le terrain. Aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de tout ça. Il faut inviter vos éléments à rentrer dans les casernes. Malheureusement, 2 heures après, c'est le même colonel qui appelle pour dire qu'il a le contrôle de l'ERTM. En faisant quoi? En tuant les forces de sécurité de la garde nationale qui avaient la sécurité de l'ERTM et prendre l'ERTM sous son contrôle et ensuite continuer sur l'aéroport et tuer les éléments de l'armée de l'air qui avaient ce contrôle. Et en ce moment, il nous a appelé pour nous dire qu'il a le contrôle de l'ERTM et de l'aviation. Avec ça, je dis maintenant, il a dépassé le cadre, ce n'est plus la direction de Kati. Ça, il a tué des innocents. Mais 48 heures après cet affrontement, le ministre de la Défense a vu qu'il est urgent de les appeler à aller se présenter au niveau de la gendarmerie. L'effectif qu'on a trouvé, on voyait ce côté qu'il était nécessaire de prendre contact avec eux pour leur parler et qu'il y ait plus de sécurité à l'intérieur de Bamako. Donc je me suis déplacé avec les différents chefs d'état-major, aller les voir au camp des parachutistes, leur parler, voilà, nous allons prendre une décision, c'est de vous réaffecter dans d'autres unités. Parce qu'en vous gardant à Bamako, toujours on sera face à ces problèmes. Mais le régiment n'est pas dissous. Après, comme on a ce problème du Nord sous les bras, vous allez partir dans les autres unités et vous allez combattre auprès de vos frères d'armes. Donc après cet entretien, on a pris toutes les dispositions, mettre des cars à leur disposition et prendre tous les états financiers pour les affecter dans leur régiment respectif. Est-ce que tout le monde a rejoint son unité d'affectation? Non, tout le monde n'a pas rejoint. À la date d'aujourd'hui, il y a 417 éléments parmi eux qui ont rejoint les unités d'affectation. Et il y a plusieurs d'ailleurs même qui sont en train de se battre sur le terrain, que ce soit à Tombouctou, à Gao, avec leurs frères d'armes. Mais il y a une partie qui est restée à Bamako, refusant d'obéir aux ordres des autorités militaires. Comme ils ont refusé de rejoindre et prendre l'habitude de se rassembler tous les jours à l'intérieur du régiment, on a pris les dispositions avec les forces armées et de sécurité pour dégager les éléments qui vont se rassembler. Et avant que je ne mette cette décision en application, j'ai pris contact avec le ministre de la Défense et les différents chefs d'état-major et directeurs de services qui sont de commun accord avec moi. Et pour que ça ne dérange pas nos partenaires qui sont venus pour la mission, j'ai appelé le commandant des forces Serval pour l'informer de la situation. Et tous nos partenaires ont trouvé ça très juste parce que sans discipline, il n'y a pas d'armée. Et ils trouvent d'ailleurs qu'on a mis trop de temps pour gérer ce problème. Et les éléments comprennent, que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, nous sommes en état d'urgence. Et de 2 personnes n'ont le droit de pénétrer dans une caserne militaire sans l'autorisation des autorités militaires. Voilà, d'ailleurs, vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien dans l'émission Sur la ligne du front juste après cette édition. Séance de travail cet après-midi entre le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de l'aménagement du territoire et le conseil du district de Bamako. Objectif, analyser la conduite de la gestion publique et les différentes préoccupations actuelles de notre pays. Les participants ont saisi cette occasion pour remettre un chèque de 10 millions de francs CFA au ministre dans le cadre de l'effort de guerre. Reportage d'Aribouké. La libération définitive des zones occupées, l'organisation d'élections transparentes et la gestion du quotidien des Maliens, voilà en substance le sens de cette rencontre. Elle a permis aux autorités communales d'échanger et d'analyser sur l'action gouvernementale afin de converger vers un développement durable. Cette volonté des élus ne peut être effective que lorsque population, gouvernement et partenaires se donnent la main. La décentralisation, c'est le pouvoir des populations. Mais il faut que les populations acceptent de venir travailler avec la maire. Du gouvernement, je demande très sincèrement encore un engagement politique plus fort. Il faut nécessairement une volonté politique plus forte pour que les résistances au changement puissent être domptées. On fait des textes pour la décentralisation, elles ne sont pas exécutées. Plusieurs autres problèmes ont été évoqués par les chefs de service dans leur domaine de compétences.
Il s'agit des questions relatives à l'assainissement, à l'anosotrama, à la gestion des éclairages publics, entre autres. Nous avons la synthèse le jeudi 7 de toutes ces rencontres-là au niveau du gouvernement du district pour sortir un document que nous pourrons utiliser afin d'élaborer une communication, soit sous forme de communication verbale ou sous forme de communication écrite, pour que le gouvernement soit réellement informé des problèmes qui existent au niveau du district de Bamako. Pour une population estimée à 2 millions avec un taux d'accroissement de 5,4%, l'environnement économique, social, sanitaire et éducatif de Bamako mérite d'être repensé selon le maire du district de Bamako. Auparavant, les conseillers ont profité de cette rencontre pour remettre un chèque de 10 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre au ministre. La visite du président François Hollande au Mali fait toujours sujet de débat. 48 heures après son départ, les journaux maliens sont revenus largement sur ce voyage éclair de François Hollande à Sévaré, Tombouctou et Bamako. Les appréciations sont diverses et variées, les commentaires vont bon trait, mais tous saluent l'intervention française au Mali et la visite du président Hollande, que certains qualifient de sauveur. Sidiki Dambélé a feuilleté ces journaux pour nous. Suivez. La visite de François Hollande, le président français à Bamako, est à la une de tous les journaux de ce lundi. Avec cette image forte, les deux présidents français et maliens mettent dans la main des titres les plus inspirés ou des phrases choc du président prononcées à Tombouctou et à Bamako. Ainsi, à la une de l'Indépendant, nous payons aujourd'hui notre dette envers le Mali, s'exclamait ainsi le président français au monument de l'Indépendance après y avoir déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs. Quand la France a été attaquée, c'est le Mali, l'Afrique, qui nous a libérés. Abondant dans le même sens, les éco-titres « La France a fait son devoir ». François Hollande, écrit le confrère, n'entend pas donner de répit aux terroristes. Un engagement pour le Mali, souligne le prétoire, de Sévaré à Bamako, en passant par la mythique cité de Tombouctou, la voix du président français a fortement résonné. L'indicateur du renouveau relève cette mise en garde du président Hollande. Ceux qui se sont alliés avec des terroristes doivent répondre de leurs actes. 22 septembre enchaîne, les terroristes et associés doivent répondre de leurs crimes. C'est pourquoi Nouvel Horizon voit en François Hollande les libérateurs. Les Tombouctiens ont dit merci à Papa François Hollande. Papa, oui, mais aussi le 334e saint de la cité mystérieuse. Les Républicains, lui, voient en cette visite du président Hollande un soutien à la feuille de route du gouvernement. En tout cas, à l'unanimité, les confrères saluent cette visite du président français au Mali. Et c'est sans doute le quotidien Les Échos qui a tiré la meilleure des conclusions. N'est pas ami du Mali qui le veut. Voilà, à présent sur le terrain, je le disais, le masque est tombé après la libération de la ville de Gao. Les perquisitions des forces armées de sécurité du Mali se poursuivent dans les logements des terroristes dans la ville. Des perquisitions qui ont donné lieu à la découverte de l'argent de la drogue des narcotrafiquants dans une ville où sont abandonnés armes, munitions et explosifs destinés à détruire les services publics comme l'ORTM Gao entièrement saccagé. Les reportages de nos envoyés spéciaux Moussa Arimaïga et Aliou Touré. Nous sommes ici à Gao, où au-delà de la désolation et du vent de liberté retrouvé, voilà quelques résultats des perquisitions des forces armées et de sécurité du Mali, soutenues par leurs homologues de la France, dans les logements de certains islamistes dans la ville. Ici, l'argent de la drogue et du narcotrafic. Des paquets et des paquets de billets noirs, abandonnés sur place, dont le processus final permet à la fois de payer et les combattants, mais aussi d'inonder le marché mondial de faux billets depuis Gao. Ça, c'est la preuve que les combattants étaient payés. Les bénéficiaires, c'était Al, Haider, Yahya, Ag, Olog. Voilà, il a signé et ça, c'est la preuve. Ces documents, ils recevaient, ils émargeaient ici. Voilà la liste. Ça, c'est une liste. Al-Hussein Karo, Al-Kay. Tout ça, c'est des listes, c'est écrit en arabe. Sur ces états de paiement sont visibles des émargements de bénéficiaires avec des montants importants dont certains perçoivent plus de 50 millions de francs. De quoi justifier ce projet terroriste et la mise déjà en circulation de compagnies de transport. Alors que de l'autre côté, comme avec ce panier à roquettes,
des armes et des munitions de destruction inondent la ville pour tuer nos forces armées de sécurité, nos paisibles populations et détruire nos infrastructures publiques. Ici, les locaux de l'ORTM, l'Office de radio-télévision de la région de Gao, et dont seuls les murs témoignent encore de la dimension de la furie destructrice du MNLA et de ses alliés, venus pourtant à Gao, selon eux, pour développer le nord du Mali. Voilà, l'ORTM sera debout très bientôt. Le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées vient d'offrir une quantité importante de vivres et de moustiquaires imprégnés aux populations déplacées du nord de Ségou. Ce don devra permettre d'alléger la souffrance des bénéficiaires et ce don a coûté 35 millions de francs CFA. Bremakone. 50 tonnes de riz, 5 tonnes de farine, 2 tonnes de dattes, 250 cartons de kits alimentaires, 3 balles de moustiquaires imprégnées à l'insecticide pour les déplacés du nord à Ségou. Voilà à quoi ressemble ce don effectué par le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, Dr Mamadou Sidibé. Le geste contribue à redonner la joie aux populations déplacées du nord à Ségou qui attendent très prochainement leur retour dans leurs localités respectives. Nous souhaitons retourner bientôt, retrouver nos parents et nos familles. Nous déplacés remercions aussi la population de Ségou pour l'accueil réservé. L'événement nous donne à plus d'un titre un motif de satisfaction quand on sait la souffrance vécue par ces populations déplacées. Le donateur a adressé un message d'encouragement aux logeurs de ces déplacés et a réitéré l'engagement de l'État dans la sécurisation des zones jadis occupées par les terroristes. L'armée malienne et ses partenaires sont en train d'essayer de faire l'effort de sécuriser toutes les villes libérées parce que vous savez que ces terroristes et ces djihadistes ont laissé beaucoup de mines derrière eux. Donc il faudrait encore un peu de temps pour pouvoir sécuriser ces zones. Et nous souhaitons, par la grâce de Dieu, que très prochainement, nous puissions nous accompagner vers un retour définitif dans un Mali réuni, dans un Mali un et indivisible. La région de Ségou compte aujourd'hui 33 049 déplacés. Cette donation dont il bénéficie a coûté 35 millions de francs CFA. Dans le même registre, coup d'envoi le week-end dernier à Abidjan de l'opération de collecte de fonds pour les efforts de guerre au Mali, une initiative du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Pour la seule journée du samedi, 20 millions de francs CFA ont été collectés. Le lancement de l'opération a eu lieu à la Maison du Mali. Le reportage de Boubacar Sissoko et de Imoufri Salou. Contribuer à l'effort de guerre est un devoir patriotique. Comme dit l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Les Maliens de Côte d'Ivoire ont fait la leur cette maxime en mettant la main à la poche pour venir en aide à l'armée malienne en cette période de guerre. Cette collecte s'étend sur un mois et les points de dépôt sont identifiés. Pour cette première journée, 20 millions de francs CFA ont été récoltés par les organisateurs. Cette grande mobilisation démontre d'une part de votre engagement patriotique et d'autre part du témoignage de la grande amitié de tous les frères pays ressortissants de la CEDEAO à l'endroit de notre pays. Le Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire invite les Maliennes et Maliens de la Côte d'Ivoire à tous les amis du Mali à faire parler leur cœur pour assister le Mali. Cette promptitude de nos compatriotes en Côte d'Ivoire n'étonne guère, car depuis le début de cette crise au Mali, ils sont les premiers de la diaspora à soutenir l'armée. J'invite ceux qui veulent se manifester à ne pas hésiter. Ce soutien, nous le faisons pour nous-mêmes. Qui n'a pas un parent militaire? Qui n'a pas un ami militaire? Qui n'a pas une connaissance parmi les militaires? Alors ce soutien, c'est pour nous. Qui n'a pas une famille déplacée qui souffre maintenant dans sa chair? Alors ce soutien, c'est pour nous-mêmes que nous le faisons. Cette opération de soutien à l'effort de guerre est un élan de patriotisme à encourager. Cet exemple doit être suivi par nos compatriotes des autres pays d'où qu'ils se trouvent, a estimé Younousi Touré, président par intérim de l'Assemblée nationale du Mali. Par ailleurs,
lors d'une visite en Côte d'Ivoire du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, C.C. Koumé, un opérateur économique malien à Abidjan, a remis 100 millions de francs CFA pour l'armée. Cette mobilisation collective en faveur de l'armée est une réponse à l'appel du président Traoré suite à l'attaque de la ville de Konan par les djihadistes. Une prière en faveur de la paix a mis fin à la cérémonie. D'un soutien à un autre, l'association Colomba et l'association de la Voix du Mali, en partenariat avec la mairie d'Aubervilliers, ont organisé une marche de soutien au peuple malien le week-end dernier. Soutenir l'intervention de la France, saluer les armées africaines et dénoncer l'imposture du MNLA qu'elle était au centre de cette rencontre. Une manifestation qui a enregistré la participation de Mme Elisabeth Guigou, députée PS et présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Maganfine Konaté a suivi cette manifestation. Voici son reportage. Ils sont sortis pour crier haut leur soif de paix et leur reconnaissance à toutes les armées qui ont secouru le Mali. Merci beaucoup à l'armée malienne, à l'armée française et à l'armée de la sous-région africaine. Parmi les soutiens à cette manifestation, une forte communauté africaine, mais aussi la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Elisabeth Guigou, a fait ses vœux. Du peuple malien, et nous espérons de tout cœur que l'armée française pourra repartir rapidement, parce que ça voudra dire que le peuple malien aura repris l'intégralité du territoire et que la vie pourra redevenir plus normale après des élections et du développement pour donner du travail aux jeunes. Pour le maire d'Aubervilliers, cette manifestation est un gage de soutien des immigrés maliens de sa commune. Nous savons à quel point l'immigration malienne en France est à la fois autonome et parfois critique par rapport à un certain nombre d'événements. Le fait qu'ils soutiennent l'engagement de la France au Mali nous rassure. Tout en scandant l'indivisibilité du Mali, les initiateurs ont insisté sur la réconciliation, l'unité, la solidarité et la tolérance, gage d'un lendemain meilleur pour le Mali. Vive le Mali! Vive! Mali est d'accord! Beaucoup d'humanitaires dans cette édition. Les questions humanitaires et le retour de l'administration sont entre autres points saillants d'une rencontre d'échange tenue ce matin ici à Bamako par le collectif des ressortissants du Nord. Il s'agissait de faire des propositions dans le cadre de la consolidation des acquis. Reportage Tiemogo Konati. Le collectif des ressortissants du Nord en conclave pour discuter à nouveau de la situation de cette localité retrouvant progressivement la liberté. La rencontre s'articule autour de certains points essentiels, les causes de la rébellion, les questions humanitaires, les retours de l'administration et les négociations futures. S'agissant du premier point, nombreux sont les intervenants pointant un doigt accusateur sur le mode de gouvernance au cours de ces dernières années. Rappelez-vous qu'en 1990, il y a eu des choses graves qui ont été commises par ceux qui ont pris les armes contre l'État. Ils ont bénéficié de tous les privilèges. Ceci n'a pas empêché que sur la base des mêmes arguties, ils récidivent en 1994. Ils ont eu les mêmes privilèges. En 1996, la même chose. En 2006. Et pendant ce temps, la majorité des enfants du Nord, elles souffrent. Et ces cris de cœur ne sont pas pris en compte. Il s'agit pour le collectif de faire des propositions susceptibles de consolider les acquis. L'objectif général étant le développement durable. Le Coran veut éviter une dynamique communautaire, ethnique ou ethniciste. La crise que nous traversons est une crise sociétale très profonde qui ne peut être résolue que lorsque l'ensemble des communautés se mettent d'accord. À la question de savoir si les négociations avec les groupes armés doivent être démises, le Coran répond. Nous n'en sommes pas là. Une question a été posée. Le Coran est en train de réfléchir comment apporter la meilleure réponse possible. Mais il est clair que dans tout conflit, il doit y avoir un dialogue. Et le Coran aussi est convaincu que l'impunité ne doit pas être de mise envers quelque mouvement qu'il soit. Les différentes propositions seront amendées et transmises à qui des droits. Nous avons essayé de mettre
Les intellectuels maliens s'investissent à la recherche de dénouement heureux à la crise politique que connaît le Mali. Ils viennent d'organiser un cercle de réflexion sur ce qu'ils peuvent apporter comme contribution pour le retour de la paix dans notre pays. Cette rencontre d'échange était organisée par le mouvement Mali Valeur Adama Koulibaly. À cet espace d'échange, les invités étaient des écrivains, des anthropologues. Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de susciter, à partir des personnes ressources ou des institutions que nous avons conviées, il est de notre responsabilité, en cette période de grave crise, de susciter, à partir des cercles de réflexion, des pistes et des stratégies qui puissent nous permettre de voir un peu plus clair. Des philosophes et des sociologues. Ils veulent désormais se faire entendre et apporter leur connaissance sur le terrain de la reconstruction du pays. Après le tour de table, le président du mouvement Mali Valeur a campé le décor pour le conclure avec la question où en est le Mali. En réponse à cette interrogation, ils étaient nombreux les participants à donner leur point de vue. Réorganisation de l'État avec comme préoccupation la justice, l'armée et l'école. D'autres soulignent la mise en place de structures fortes pour le respect de nos valeurs sociétales. L'attention a été surtout concentrée sur la création de réseaux pour faire valoir le contenu de certaines œuvres parlant de la société malienne. La maison d'édition où nous sommes a fait imprimer par l'Harmattan à Paris un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Ces mots d'hivernage suivis de palabres pour Tombouctou ». C'était en septembre 2011. Par rapport à ce que je viens d'entendre, que le Mali dispose d'un réservoir de sagesse, de connaissances, de références historiques qui peuvent toujours inspirer les actions des hommes et des femmes qui auront la charge de définir la destinée politique, économique, culturelle et sociale de ce pays. La tenue de ce cercle de réflexion a été bien saluée. Le mouvement Mali Valeur entend rester dans cette perspective d'organiser des débats de ce genre. L'association de développement de quartier club des amis Mekin Sikoro a procédé ce matin au centre Awakeita au lancement d'un nouveau programme pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Ce projet, d'un coût de 160 millions de dollars, 160 000 $, soit plus de 7 millions de francs CFA, interviendra dans les communes 2, 3 et 4 du district de Bamako et dans le cercle de Nyoro en 4e région. Ce programme d'une durée d'1 an portera surtout sur les actions de sensibilisation et de la formation des jeunes du secteur informel. Compte rendu, Abdelrahman Maïga. Recenser les secteurs d'activité dans lesquels les enfants sont astreints, organiser des séances de plaidoyer et de sensibilisation et enfin initier des sessions de formation sur les risques liés aux pires formes de travail des enfants. Voilà entre autres activités qui seront exécutées par le projet d'appui à la réinsertion socio-professionnelle des enfants. À travers ce projet de 160 000 $, soit plus de 7 millions de francs CFA, l'association de développement de quartier Club des Amis de Mertin Sikoro ambitionne de lutter contre les pires formes de travail des enfants. Les zones couvertes par ce programme d'1 an sont le cercle de Nyono et les communes 2, 3 et 4 du district de Bamako. Près de 7 enfants sur 10 âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, alors que leur taux de fréquentation scolaire se situe à 40%. Quelle que soit la forme de travail exercée, les enfants sont exposés à une pluralité de dangers qui sont d'ordre mécanique, physique, chimique, ergonomique ou autre. Ils travaillent durant de longues heures au soleil sans aucune mesure d'hygiène et de sécurité. En initiant ce projet, l'association de développement Cercle des Amis de Mertin Sikoro vise un certain nombre d'objectifs. Il s'agit notamment du renforcement des capacités des partenaires locaux sur les conséquences liées aux pires formes de travail des enfants, de soutenir les programmes visant à réduire et à prévenir le travail des enfants et enfin de permettre une intégration des connaissances acquises dans les discussions de planification du secteur éducatif. C'est un programme qui s'étend sur 10 mois. Il y aura la sensibilisation, le volet sensibilisation, il y aura le volet formation professionnelle, il y aura aussi la vaccination parce que c'est des enfants qui sont exposés à toutes sortes de risques. Pour atteindre ces objectifs, le programme prévoit dans un premier temps de toucher environ 600 jeunes dont 300 filles par les activités de sensibilisation et de formation sur les conséquences des pires formes de travail des enfants. Parmi ces 600, 200 jeunes dont 100 filles et 100 garçons âgés de 14 ans exerçant dans le secteur de l'économie informelle urbaine seront retirés des pires formes de travail et bénéficieront à cet effet des actions de formation professionnelle.
Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce lundi 4 février la journée mondiale de lutte contre le cancer. Le thème retenu pour cette édition est « Prévenir le cancer, c'est possible ». Malgré l'existence de traitements et de mesures préventives, le cancer fait plus de 7,6 millions de décès et plus de 12 millions de nouveaux cas par an à travers le monde. À l'occasion de cette journée, le ministre de la Santé, Soumana Makadji, a fait une déclaration dont nous vous proposons un extrait au micro de Fademba Keïta. L'Union internationale contre le cancer rappelle que 20% des cancers diagnostiqués sont attribuables à des infections virales ou bactériennes. Pour l'essentiel, 4 agents infectieux sont susceptibles de provoquer un cancer. Le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'estomac. La proportion des cancers liés à une infection est 3 fois plus grande dans les pays pauvres, 26%, que dans les pays développés, 8%. Cette journée de prévention est aussi l'occasion de revenir sur l'importance du mode de vie pour lutter contre la maladie. Il s'agit des précautions très simples. Ne pas consommer de tabac, ne pas boire d'alcool trop fréquemment, bien se nourrir et faire du sport. Ces dispositions permettraient aussi de réduire de 40% le nombre des cas de cancer. Le tabagisme à lui seul est à l'origine d'environ 1,5 million de décès dus au cancer chaque année. Depuis quelques années, notre pays a réalisé des avancées significatives en matière de lutte contre les cancers. On peut citer, entre autres, l'introduction du dépistage du cancer du col de l'utérus dans le paquet minimum d'activité, l'existence d'un centre de prise en charge des cancers invasifs du col utérin au CHU Gabriel Touré, le traitement du cancer par la chimiothérapie au CHU du Point G, il se soigne et des mesures de prévention existent. En santé, on y reste. La chronique santé du jour s'intéresse à une tumeur qui fatigue plus de 20% des femmes de plus de 30 ans, pouvant être la cause des douleurs, de saignements, d'avortements répétés et même d'infertilité. Le fibrome est plus rencontré chez la femme noire que la femme blanche. Une femme peut en avoir une ou plusieurs et les médecins ne cherchent à l'enlever que quand il commence à causer des problèmes. Focus Santé, une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. Le fibrome utérin est une tumeur non cancéreuse se développant au niveau de l'utérus, cela de façon isolée ou en groupe. Apparaissant généralement chez les femmes après l'âge de 30 ans, sa taille peut varier de la grosseur d'une bille à celle d'un pamplemousse ou plus. Voici par exemple les images de quelques fibromes enlevés ces dernières années à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. 20% des femmes de 30 ans qui n'ont pas d'enfants ont un ou plusieurs fibromes et dans la population féminine, 1 à 4% des femmes enceintes ont un fibrome. Pour ce qui est de l'origine de cette tumeur, peu de facteurs sont reconnus avec certitude. Le fait de ne pas avoir d'enfants est un facteur de risque. À côté de ça, on a également d'autres facteurs favorisants, surtout la race. On a constaté que la femme noire fait 3 à 4 fois plus de fibromes que la femme blanche. Également, nous avons d'autres facteurs, surtout au niveau de la filiation. Voilà. Nous avons des facteurs familiaux qui sont là, les prédispositions génétiques qui peuvent aussi conférer vraiment à l'avènement de cette fibrome. À cela s'ajoute l'obésité. Par ailleurs, la présence discontinue de certaines hormones favorise l'apparition du fibrome. Ainsi, en fonction de leur localisation, les fibromes se classent en 3 groupes. Ceux qui se logent dans la paroi de l'utérus, ceux qui croissent vers l'extérieur et ceux qui siègent dans la cavité utérine elle-même. La plupart d'entre eux n'ont pas de signes particuliers, ce qui n'est pas le cas pour les fibromes logés dans la cavité utérine. Si c'est à l'intérieur sous-muqueux, la femme le plus généralement elle va avoir
souvent des douleurs, parce que c'est une douleur chronique, c'est-à-dire elle va avoir toujours mal au ventre, à chaque fois elle se plaint de ces douleurs-là. Ou bien elle va faire des saignements à répétition. À chaque fois la femme se dit, à chaque fois j'ai mes règles, chaque fois j'ai mes règles. En dehors des menstruations. En dehors des menstruations, effectivement. Donc, les règles vont s'approcher pour elle, c'est des règles. Donc, dès qu'on voit comme ça, c'est ça qui va l'inciter à venir consulter le médecin. Et c'est là où on va voir des signes cliniques. Mais le diagnostic réel, définitif, est posé par l'échographie. En fonction de sa localisation et de sa taille, le fibrome utérin, même s'il est qualifié de bénin, peut créer des désagréments. Le fibrome peut d'abord, par les saignements que j'ai dit, entraîner l'anémie. Et l'anémie là peut être sévère lorsque les saignements sont abondants et à répétition. Donc, c'est dans ces contextes que ces femmes anémiées viennent nous voir et qu'il faut faire la prise en charge immédiate de cela. En dehors de ça, la douleur aussi est une complication où à chaque fois la femme se plaint de cette douleur et ne peut même pas travailler. Mais en dehors de ça, vous avez des complications surtout sur la fertilité de la femme. Également, ces mêmes fibromes, lorsque la grossesse est là, ça peut aller au terme, mais ça peut compliquer l'accouchement. De la taille et de la localisation dépend la prise en charge qui peut aller de la gestion de l'anémie provoquée par les saignements à l'intervention chirurgicale en passant par la gestion de la douleur que la tumeur peut provoquer à un certain stade. Tout compte fait, les médecins disent qu'on n'enlève pas un fibrome muet, autrement dit, on n'opère pas un fibrome qui n'a pas commencé à gêner. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à tous ceux qui ont aidé à sa réalisation. Et tout à l'heure, l'émission sur la ligne de front avec Mohamed Touré. Demain, 10h-13h avec Nyanya Aliou Traoré. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour les éditions du soir. Et vous pourrez retrouver cette édition sur notre site en tapant www.ortm.ml. Qu'Allah protège le Mali. Au revoir.